Tu as déjà pensé, s'il me connaissait vraiment, il partirait? Beaucoup d'adultes avancent en amour sur la pointe des pieds, persuadés de n'être qu'un bluff qui finira démasqué. Le syndrome de l'imposteur en amour n'est pas un diagnostic officiel, c'est une expérience intérieure tenace. Elle ressemble à une vitre invisible entre ce que l'autre perçoit et ce que tu crois être. De l'extérieur, on voit quelqu'un d'aimable, intéressant, drôle peut-être. À l'intérieur, une voix commente que c'est de la chance, de l'illusion ou un malentendu temporaire. Cette voix te pousse à minimiser les compliments, à surinterpréter les silences et à te préparer à la chute. Le paradoxe, c'est que plus le lien devient bon, plus la peur de ne pas être assez monte. Alors tu te protèges en prenant de la distance, en suranalysant ou en sabotant avant d'être quitté. Ce phénomène naît souvent dans des contextes très ordinaires. Un début de relation où tout va vite, une histoire avec quelqu'un que tu admires, un décalage scolaire ou social ancien qui te colle à la peau, un passé où l'amour semblait conditionnel. Il se nourrit d'angles morts, tu vois tes efforts et tes doutes en gros plan, mais tu vois ceux de l'autre en plan large. Tu compares ton brouillon à son film monté. Tu prends les marques d'affection comme de la politesse, et les critiques comme la vraie vérité. Sans t'en rendre compte, tu deviens ton propre contrôleur qualité, intraitable, toujours en quête d'une faute. À l'intérieur, c'est un mélange de système d'alarme et de vieux scripts. Le système d'attachement peut confondre proximité et danger si, autrefois, la proximité a été suivie de retrait. Le corps apprend alors que la sérénité est suspecte. Le système nerveux, lui, s'habitue à fonctionner sur un fond d'hypervigilance légère. Tu scrutes les micro-signaux, tu tentes de prédire le futur pour ne pas être surpris. Ton cerveau comble les blancs avec des hypothèses pessimistes, parce qu'elles semblent te protéger. En parallèle, des schémas cognitifs classiques s'activent. La disqualification du positif transforme un « j'adore quand tu m'écris » en « il dit ça à tout le monde ». La pensée tout ou rien installe une règle secrète, soit parfait, soit imposteur. La lecture de pensée t'assure de savoir ce que l'autre pense, surtout quand c'est défavorable. Rien d'exceptionnel ici, seulement des habitudes de perception qui gagnent à être apprivoisées. Dans le quotidien, cette dynamique glisse dans des petites scènes qui finissent par peser. Tu reçois un message plus court que d'habitude, et ton esprit ouvre un dossier d'audit complet. Tu rembobines vos dernières conversations, tu cherches la faille, tu te retiens d'écrire, puis tu écris un long paragraphe trop explicatif. Or l'autre, pris dans sa journée, lit la densité comme un reproche. Il se contracte. La conversation devient une danse de crabes, où chacun se protège sans dire son apaisement dont il a besoin. Autre version. Tout se passe bien, mais au moment où l'on te propose un week-end, tu réponds avec humour que tu n'es pas très intéressant à long terme. L'autre rit jaune et se demande d'où vient ce doute. Tu as voulu déminer à l'avance. Tu as planté une graine d'incertitude. Il existe une boucle très répandue. Plus tu te sens aimé, plus tu montes la barre intérieure. Plus tu redoutes la chute, plus tu t'éloignes un peu pour maîtriser l'histoire. L'autre ressent l'éloignement, s'inquiète, interroge, parfois insiste. Tu te sens trop vu, donc encore plus en danger, donc tu t'éloignes davantage. Deux personnes de bonne volonté, et pourtant une spirale de malentendus. Un détail récurrent ajoute du poids, la comparaison silencieuse. Tu compares ton partenaire à des ex qui semblaient plus confiants. Tu te compares à des couples qui affichent une facilité ostentatoire. Tu oublies que chacun joue un rôle social. Tu oublies aussi que le doute peut coexister avec l'amour sans le détruire. Pour repérer les signaux de risque, observe quand tu neutralises toute preuve d'estime. Si un compliment te donne envie d'expliquer pourquoi il est immérité, c'est un clignotant. Si tu testes l'autre en douceur, par de petites provocations ou des micro-retraits, c'est un autre. Si tu parles de toi avec une ironie acide, comme pour t'immuniser contre une critique future, tu nourris en fait la croyance que tu es inférieur. Les signaux rassurants ne sont pas grandioses. Ils ressemblent à des scènes simples. Tu oses dire que tu te sens fragile sans t'excuser de l'être. Tu acceptes un geste d'affection sans le payer d'un sarcasme. Tu poses une question claire plutôt que d'enquêter en silence. Tu laisses un silence vivre sans lui prêter un sens hostile. Tu remarques quand l'autre revient après une tension et tu l'accueilles au lieu de garder le visage fermé pour
le principe. Imagine maintenant une vignette. Camille, 32 ans, a grandi dans une famille affectueuse mais exigeante, où l'excellence valait affection bonus. Elle rencontre Léa, qui l'admire pour sa créativité et son humour. Les débuts sont doux. Au bout de quelques semaines, Léa propose un week-end. Camille sourit, puis ressent une pointe au ventre. Une voix souffle qu'elle ne saura pas tenir le rôle pendant 2 jours. Elle répond qu'elle a un dossier important, ce qui est vrai, mais pas la vraie raison. Léa dit « pas de souci », mais perçoit une distance. La semaine suivante, un message de Léa reste sans réponse pendant 1 heure. Camille regarde l'écran, écrit, efface, écrit encore. Elle finit par envoyer un texte très construit, presque professionnel. Léa répond avec bienveillance, mais s'éloigne un peu, par prudence. Après 2 ou 3 scènes de ce type, chacune se sent moins en sécurité. Un soir, Camille décide de dire la partie honteuse. Elle n'emploie pas le mot « imposteur ». Elle décrit seulement la sensation. Quand tout va bien, une peur de décevoir s'allume, et elle se protège en faisant semblant d'être occupée. Elle précise qu'elle n'attend pas que Léa la rassure en permanence, seulement qu'elle comprenne ce réflexe. Léa relit, se reconnaît parfois dans d'autres registres et propose d'essayer une règle simple pour les week-ends. Dire la vraie raison, même maladroite, avant de chercher une excuse. La relation ne devient pas magique, elle devient respirable. Pour sortir du pilotage automatique, tu peux adopter quelques gestes concrets, sans te faire violence. Le geste le plus simple consiste à nommer l'expérience au moment où elle apparaît, avec une phrase courte et parlable. Par exemple, « Là, je me raconte que tu vas changer d'avis sur moi parce que je me sens ému. » Le simple fait de décrire au présent apaise l'alarme. Un autre geste est d'accepter la bonne nouvelle quand elle se présente, au lieu de la discuter. Quand on t'offre un compliment, réponds par un merci qui atterrit, même si ton esprit voudrait ajouter une note de bas de page. Tu peux ressentir le décalage et quand même choisir le remerciement. Un troisième geste consiste à vérifier tes hypothèses avant d'agir. Si tu remarques une distance, demande si tu lis bien la situation ou si c'est simplement une journée qui pique. Ce n'est pas une stratégie de contrôle, c'est une hygiène relationnelle qui épargne à ton cerveau des scénarios coûteux. Une autre piste utile est le petit pari d'authenticité. Plutôt que de te confier d'un bloc, choisis une pièce minuscule et partage-la. Tu observes ce qui se passe. Si la réponse est respectueuse, tu ajoutes une seconde pièce plus tard. Tu construis une expérience contradictoire à la théorie interne. Si je me montre, on me laisse. Ce n'est pas héroïque, c'est progressif. Complète ce travail par un regard plus juste sur tes propres mérites. Tu as probablement tendance à attribuer tes qualités à des causes externes. Redresse légèrement l'angle. Reconnais ta part dans ce qui fonctionne, sans te gonfler. Quand l'autre dit qu'il apprécie ta présence, écoute la phrase entière. Elle ne signifie pas « tu dois rester parfait », elle signifie « ce que tu es maintenant me touche ». Quand la peur devient lourde, demande du renfort. Cela peut ressembler à un rendez-vous avec un professionnel pour cartographier tes schémas ou à un partage avec un ami calmant qui ne transforme pas tout en verdict. Parfois, la voix intérieure vient de blessures précises, moqueries, humiliations, ruptures brutalement inexpliquées. Dans ces cas, un cadre thérapeutique aide à distinguer le passé du présent et à apprendre à ton corps que la proximité actuelle n'est pas le même danger. N'attends pas d'être en crise pour ouvrir cette porte. Tu peux aussi convenir avec ton partenaire de petites balises de sécurité. Par exemple, quand tu te sens pris par la panique silencieuse, vous avez un mot signal qui veut simplement dire que tu as besoin de 2 minutes pour revenir. Ce n'est pas un ultimatum, c'est un amortisseur. Si tu reconnais des situations de dénigrement, de manipulation ou de peur constante de représailles, la priorité n'est pas d'apprivoiser une voix intérieure, c'est de te protéger. L'imposture ressentie peut être exploitée par quelqu'un qui entretient le doute. Dans ces cas, prends conseil auprès d'un professionnel, parle à une personne de confiance et documente les faits. La tendresse n'exige pas le doute permanent de soi. Quand c'est vraiment trop, la meilleure compétence est parfois la sortie encadrée, pas la persévérance héroïque. Tu n'es pas un imposteur qui réussit par chance à être aimé. Tu es une personne avec des zones d'ombre, des élans, des maladresses et une capacité à apprendre. Aucune relation n'a besoin de ta perfection. Elle a besoin de ta présence un peu plus vraie.
Si ce message t'a aidé à respirer et à essayer un petit geste différent, tu peux t'abonner, partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin ou laisser un mot qui raconte ce que tu vas tester dès cette semaine, sans pression.